nous abordons le premier point qui est relatif au bilan de la fête de la Renaissance. Alors, ce bilan, le parti fera, les structures, les autorités du parti, le président exécutif et le secrétaire général du parti feront certainement un bilan au niveau des structures. Mais nous, le bilan que nous faisons, il s'attarde sur deux éléments. Sur la grande mobilisation qui a eu lieu, donc c'est un bilan en direction donc, des médias, et sur la rencontre que son Excellence le président Laurent Gbagbo a eue avec la jeunesse. Le 31 mars 2021, les juges de la CPI ont déclaré définitivement innocent le président Laurent Gbagbo après une longue procédure judiciaire de 10 ans. Certainement l'une des plus longues dans l'annale de l'histoire des procès. Comme lui-même le dira, l'innocent de l'innocent a été reconnu le 31 mars 2021 par les juges de la CPI. Voici en résumé ce que le président a dit concernant cette affaire. Nous n'allons pas revenir sur les conditions dans lesquelles il est allé là-bas, à la CPI. Mais nous nous réjouissons de la fête de cette libération et la fête de la Renaissance a tout un sens pour nous. Parce que le président Laurent Gbagbo il était certainement le seul, plus le ministre Charles Goudet qui était enfermé. Mais c'était toute la conscience nationale qui se trouvait à la CPI. C'est toute l'histoire de la lutte politique pour le respect et de la Constitution, et des lois, et de la démocratie qui se trouvait à la CPI. Parce que la question était très simple. Le président Laurent Gbagbo, à la suite d'un contentieux d'une élection, dit « j'ai gagné ». Son adversaire dit « j'ai gagné ». L'organe chargé de trancher l'affaire dit « M. Laurent Gbagbo, c'est vous qui l'avez gagné ». Là, dans un pays normal, il n'y a pas de problème. Le problème est réglé. On dit « non, c'est pas vrai ». Il dit « ok, recomptons les voix ». On dit « non, c'est pas possible, il faut lui envoyer des bombes ». On l'arrête et on l'envoie à la CPI. C'est pourquoi je parle de la conscience démocratique qui était en jeu. Donc la fête de la Renaissance, là, elle a tout un sens. C'est de remettre nos valeurs démocratiques dans le centre, à l'endroit. Parce que depuis un moment, on a voulu les mettre à l'envers. Et cela est très important pour nous. Et c'est pour cela que nous avons apprécié vraiment la mobilisation de nos compatriotes, de nos militants. Seuls les négateurs incurables des évidences peuvent dire le contraire. C'était pour nous l'une des plus grandes satisfactions de cette fête. Surtout, on nous a souvent appelé des drogués de Gbagbo. Nous, on nous a posé des drogués de Gbagbo, vous êtes des addictifs du Gbagbo. Vous ne raisonnez plus, vous êtes tellement omnibuleux que vous ne raisonnez plus. Mais la mobilisation des jeunes, la jeunesse, de cette tranche d'âge-là, dit que dans la réalité, c'est le message de l'homme, c'est sa vision, c'est sa personnalité, c'est son combat que toute la Côte d'Ivoire a adopté. C'est vraiment le succès. Et cela est important pour nous. Cela est important pour notre parti d'avoir un tel leader à la tête de notre parti avec une telle vision. Donc, forte mobilisation, forte présence de la jeunesse, une médiatisation totale et large de cet événement. Et vous avez même vu, des personnes sont venues hors de la Côte d'Ivoire, on parle de John Foudi,
on dit là c'est des amis, mais des jeunes sont venus du Burkina Faso, un peu partout, pour donner écho au panafricanisme prôné par le président Laurent Gbagbo, qui plus que jamais incarne aujourd'hui cette idéologie qu'on a toujours voulu implémenter, mais qui a toujours rencontré des obstacles à la fois internes et externes. Donc, grande mobilisation, satisfaction totale. Le 1er avril, c'était le tour des jeunes. Et là aussi, la réponse a été au-delà des attentes. Grande mobilisation de la jeunesse au Palais de la Culture, exercice inédit entre les échanges directs entre un leader politique et de la jeunesse, et des propositions généreuses qui ont été faites pour faisant partie de la vision du président Laurent Gbagbo pour la jeunesse. Sur ce point, nous avons vu des caricatures, des personnes, des esprits, je ne vais pas leur dire simple, mais enfin, qui ont réduit la théorie du président à une caricature. Ouais, ça me rappelle un peu, j'avais un ami quand on était au lycée, moi j'ai fait un bac scientifique, et notre ami, il avait une peur bleue des mathématiques, quand on était au collège. Et lorsqu'on devait faire les exponents, qu'on appelle les mathématiques exponentielles, les calculs exponentiels, on dit x exponentielle n. C'est-à-dire, on multiplie x par lui-même jusqu'à n fois. Et le professeur, quand il donne un exemple, il dit 3 exponentielle 9, c'est 3 fois 3 fois jusqu'à 9 fois. Et donc, mon ami comme lui, vraiment, il avait fermé son esprit aux mathématiques. Quand on donne les essais de devoirs, quand on sort, il dit, Katina, moi je comprends. Comment vous faites pour avoir des notes en mathématiques? Moi je comprends rien. Je dis, mais qu'est-ce que tu ne comprends pas? Il dit, mais dans mathématiques, où était X dans ça là? Il n'y a pas X, il n'y a pas N. Et puis même, dans le cours, là, le professeur il a dit, c'est 3 exponentielle 9, mais dans le devoir, il n'y a pas 3, il n'y a pas 9. Moi je n'ai pas compris. C'est comme ça nos amis ont compris. Ils ont agi comme mon ami. C'est-à-dire, le président prend des exemples pour illustrer une théorie. Au lieu de regarder la théorie, ils prennent tout simplement l'exemple. Exactement comme mon ami, tant que ce que le professeur a écrit dans le cahier comme exemple, s'il ne retrouve pas ça sur son examen, pour lui, il ne fait pas l'examen, il ne comprend pas ça du tout. Ce sont des situations, on en rit, mais ce sont des situations qui sont... C'est l'état d'esprit de la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que le président a dit? Pour qu'on comprenne cela. Il a dit que en ce qui concerne, par exemple, le 3e pont, on pouvait trouver un mécanisme de financement en faisant une taxe indirecte sur un certain nombre de produits pour éviter qu'on soit obligé de mettre un péage en pleine ville d'Abidjan. On le dit et on le répète. Les péages là, dans les villes, c'est quelque chose d'inédit, d'assez exceptionnel. Tous les pays qui utilisent les péages, en tout cas les pays sérieux qui utilisent les péages dans la ville, c'est pour désengorger généralement le centre de la ville. Ce n'est jamais pour des raisons économiques. Le Conseil d'État en France a donné son accord pour qu'on mette un certain péage à l'entrée de Paris.
Mais jusque là, le gouvernement traîne à les faire. Parce que c'est extrêmement compliqué. Tous les péages que vous voyez, par exemple le péage sur le pont de Londres, ça a été fait uniquement dans l'intérêt de désengorger le centre de la ville de Londres. Mais nous, on fait nos péages à l'intérieur de la ville pour chercher l'argent avec. C'est là la différence. Et quand le président dit qu'on pouvait le faire, si, puisque nous étions en train de le faire, je vais vous donner le chronogramme de la mise en œuvre de ce pont-là, vous comprendrez que dans la réalité, c'est un projet qui date depuis 1996, sous le président Henri Konan Bédié, qui avait monté, lui, un mécanisme de financement, qui a été rompu avec le coup d'État de 1999. Et quand nous sommes revenus au pouvoir, après 2001, nous avons repris ce projet, auquel, parce que le projet initial n'avait pas prévu d'échangeur, le projet initial prévu par le président Henri Konan Bédié n'avait pas prévu d'échangeur de Marcory, le VGE. Quand nous l'avons repris, on a réintégré cet échangeur-là. Et dans les discussions que nous avons eues avec les partenaires extérieurs qui devaient participer, la société Socoprime qui a été créée, elle devait mobiliser les fonds auprès des bailleurs et l'État soutenait en arrière-plan la construction pour garantir les prêts qui auraient été contractés pour la construction de ce troisième pont. Et qu'est-ce que le président a pris? En 2009, il a pris une ordonnance pour mettre 20 francs sur les litres de carburant vendu en Côte d'Ivoire. Ce qui représentait en moyenne 20 milliards par an. 20 milliards par an. Ramenons au coût d'exploitation que nous avions voulu faire au coût qui n'était pas en son temps de 200 et quelques milliards comme on l'a vu, on avait réduit à un niveau raisonnable. Ce coût permettait donc, au bout de 6 ans, 7 ans, d'amortir ce pont à partir de la taxe indirecte que le président avait prévue. Je vais vous donner les différentes, pour que vous compreniez, les différentes étapes qui ont meublé je n'ai pas revenu sur l'étape de 1996 parce que bon, les issues étaient prévues, mais finalement elles n'ont pas abouti à cause du coup d'État. De 2001, 2003 et 2008, l'État ivoirien et la société concessionnaire Socoprime qui avait été créée ont réuni ce qu'on appelle la table ronde des bailleurs de fonds. En 2009, à la demande des prêteurs, le modèle financier a été redéfini. Et l'État de Côte d'Ivoire devait faire un octroi d'une subvention de 50 milliards de francs CFA, subvention d'investissement, et garantir la société concessionnaire, c'est-à-dire qui s'engageait vis-à-vis des partenaires par une sorte, par une garantie de l'État, des recettes, du moins des fonds qui doivent être reversés, qui doivent être payés en termes de crédit. Et pour réunir ce fonds, comme je vous ai dit, le gouvernement a mis en place un taux de 20% du fonds de litres. Et en 2010, quand on nous chassait, il y avait encore 40 milliards déjà sur ce compte-là. À supposer que le compte, même à supposer que ce pont nous ait coûté 120 milliards, au bout de 6 ans, nous avions fini d'amortir les 120 milliards avec cela. Au contraire de ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on a eu une concession de 30 ans. Le pont est exploité par la société Socoprime pendant 30 ans. Et l'État subventionne. C'est-à-dire, lorsque nous, ceux qui ont fait le droit, savent que dans le contrat public, les contrats administratifs, les contrats publics, il y a ce qu'on appelle l'équilibre financier qui est obligatoire, c'est une clause obligatoire. Et chaque fois, l'État est obligé de subventionner, c'est-à-dire paye en plus de ce que les usagers payent, mais une subvention. Donc, c'est-à-dire que les usagers payent 2 fois. L'usager paye
le pont quand il s'en va. Et en tant que contribuable, les impôts qu'il paye servent à compléter l'exploitation, les comptes d'exploitation de la société Socoprime. Et l'État doit déjà à cette société. Il y a quelques 3 ou 4 ans, ils étaient déjà plus de 85 milliards de dettes vis-à-vis de cette société. Socoprime. Donc, c'est pour éviter ça. Et dans son discours, le président a dit, je ne suis pas contre les péages. Il a même dit ça. Puisque moi-même, j'étais d'accord qu'on mette un péage, les 2 péages sur l'autoroute. Moi-même, j'étais d'accord. Mais il faut savoir où mettre les péages. Tout comme il a dit, je ne suis pas contre l'endettement. Comme quelqu'un a dit, bon, en multipliant les bois de sardines par tel nombre, on fait tel montant, il faut faire tel nombre d'années. Mais tu n'as pas compris grand-chose. La question fondamentale, c'est une approche. Ce sont 2 approches. Une approche ultra-libéraliste prônée par le gouvernement et une approche raisonnée et raisonnable prônée par le président Laurent Gbagbo pour atteindre le même objectif. C'est tout simple que ça. Tout le reste, la caricature, c'est pour noyer le poisson. Sinon, l'idée du président est généreuse et elle est juste. Et quand il parle de créer une banque de l'emploi, les autres disent on a un fonds. Mais nous, on avait déjà un fonds. On avait déjà un fonds. Mais c'est parce que l'expérience des fonds ont été désastreuses que le président pense à une banque. Et comme nous l'avons dit, tant que nous n'avons pas une maîtrise de nos secteurs bancaires, lorsque si l'État n'arrive pas à avoir un contrôle sur son secteur bancaire, toutes nos politiques en direction de nos jeunes, de l'auto-emploi, sont des politiques vaines. Sont des politiques vaines. Ça sert à rien chaque matin d'aller donner 36 000 francs chaque 3 mois pour dire que c'est des filets sociaux. Il faut restructurer. Il faut reprendre. Et ce sont ces idées-là que le président Laurent Gbagbo essaie de le faire. Surtout que ce que lui propose là, eux-mêmes le font déjà dans certains endroits. Lorsqu'ils ont mis la taxe parafiscale sur le ciment et les matériaux de construction pour, dit-on, financer la construction des logements sociaux, ou bien c'est la boîte de sardines qui les dérange.